avez laissé entendre lors de votre propos qu'il y a une fenêtre de négociation possible entre Tahaou et Yewwi Askan Wi en perspective d'un second tour. Probablement, c'est comme ça que j'ai compris votre position qui consiste à ne pas trop critiquer. Est-ce que cette possibilité, vous l'envisagez sérieusement? Et la deuxième question, même si vous ne citez pas nommément Ousmane Sonko, mais on sait que l'allusion était fortement transparente. Quand vous lui avez dit qu'il ne serait pas candidat, quelle a été sa réponse? Je voulais d'abord dire et repréciser ma pensée. Il n'est pas question pour nous de chercher des prétextes soi-disant pour obtenir un éventuel soutien. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du Sénégal. Il s'agit de comprendre aujourd'hui que le président Macky Sall n'est pas candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et que le choix du président Macky Sall n'est rien d'autre qu'un troisième mandat par personne interposée, donc par procuration. Et qu'à ce titre, le Yewwi Askan Wi, ceux qui ont pris la responsabilité de le détruire, ne peuvent pas vous donner une seule raison objective qui ait pu motiver leur volonté de détruire cette coalition. Maintenant, ceux qui ont des intérêts claniques, partisans, politiciens, c'est leur droit. Mais ils doivent comprendre une chose, que le Sénégal est au-dessus de leurs droits. Entre guillemets, si c'est un droit. Et que nous, ce qu'on dit, c'est très clair, on l'a dit, on l'a répété. On s'est d'abord battu pour être candidat. On a toujours cru au dialogue. Même en prison, on allait au dialogue. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous serons candidats. Donc pour nous, c'est déjà une victoire en soi. L'autre chose, c'est qu'on a précisé que si le président Khalifa Sall n'était pas qualifié au second tour, le candidat issu des rangs de la coalition Yewwi Askan Wi obtiendrait notre soutien. Ça, c'est très simple et je pense que c'est un soutien sans condition. Maintenant, pour ceux qui considèrent que la politique, c'est un jeu, ou que la politique, c'est une histoire de clan ou de candidat, s'ils ne se ressaisissent pas, je veux dire les choses clairement, parce que moi, je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. Je le dis que si le troisième mandat du président Macky Sall est acté, ces gens vont pourrir en prison. Et je n'enlève pas une virgule de ce que je dis. Parce que je n'ai pas l'habitude de parler pour parler. Moi, je parle d'expérience, de vécu et de fait. Donc, ces gens doivent comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas à l'origine des problèmes qu'ils rencontrent. Nous n'avons pas dissous leur parti, on ne les a pas mis en prison. On n'est pas à l'origine de toutes les misères aujourd'hui qu'ils sont en train de traverser. Mais ceci étant dit, plusieurs personnes seront candidats. On verra bien qu'est-ce que les parrainages vont donner. Mais il faudrait que les uns et les autres, qui se disent être des opposants, comprennent qu'il est temps de parler du Sénégal, de penser au Sénégal et d'être un peu plus sérieux, premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas accepter, je ne cite personne, parce que je ne peux pas citer une personne qui aujourd'hui n'est pas en mesure de se défendre. Et je l'ai dit et je le répète, parce que ma culture politique ne me permet pas, parce que je ne suis pas du même avis qu'un concurrent ou un allié ou un adversaire politique, que je dois me mettre à dénigrer cette personne. Je l'ai déjà dit en donnant mon exemple, j'habite dans la maison de mon père, nous ne sommes pas du même bord politique et nous pouvons nous entendre au moins sur l'essentiel. Donc, aujourd'hui, ceux qui veulent nous calomnier, ceux qui veulent nous diaboliser, ceux qui veulent raconter du n'importe quoi sur notre candidat, sur notre coalition, qu'ils se le tiennent pour dire. Moi, je ne suis pas candidat, mais je ne laisserai pas ces contre-vérités prospérer. Ça ne m'engage que moi, ça n'engage que moi. Khalifa Sall est un homme assez mûr, assez mature. Je n'ai pas à lui donner des conseils. Et je pense que jusqu'à présent, vous ne l'avez jamais entendu dire des choses concernant certaines personnes qui peuvent éventuellement être déplacées. Mais j'ai une responsabilité, moi. Parce que les personnes qui parlent aujourd'hui, nous sommes de la même génération. Si ces personnes, un jour, un endroit, un moment, ont pu connaître Khalifa Sall, c'est grâce à moi et personne d'autre. C'est moi qui ai mis toutes ces personnes ensemble pour qu'on puisse obtenir ce qu'on a obtenu. C'est Yewwi Askan Wi qui a donné ses résultats au local et au législatif. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous les cieux? Absolument rien du tout. Je suis désolé. La même injustice de 2019 qui a éliminé Khalifa Sall de façon antidémocratique du jeu électoral est la même injustice aujourd'hui qu'on est en train de
d'appliquer sur d'autres potentiels candidats pour les éliminer. Mais ça, c'est un secret pour personne, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas à cause de cela que les gens pensent que c'est la fin du monde. On ne peut pas accepter cela. Quand Khalifa Sall a été éliminé en 2019, on n'a insulté personne. On a diabolisé personne. On a dénigré personne. On a cherché à humilier personne. Il faut apprendre à se respecter. C'est pourquoi, quand j'ai été convié à cette rencontre, j'ai effectivement dit à mes camarades, ne vous inquiétez pas, parce que nous, on ne fait pas partie de cette race d'hommes politiques qu'on impressionne ou qu'on intimide. Vous occupez-vous de la salle, occupez-vous de mobiliser les Sénégalais qui souhaiteraient venir échanger avec nous autour de l'essentiel. Et pour tout ce qui relève de questions de sabotage ou de sécurité, mais ça, tout de même, nous sommes assez outillés en politique. Nous sommes entre des Sénégalais. Il n'est pas question que ce que les gens n'osent pas faire au Sénégal, que les gens pensent qu'ils peuvent le faire ici à l'étranger. On ne l'acceptera pas. Et si les gens pensent que nous allons courber l'échine pour faire les beaux yeux à qui que ce soit pour une histoire d'élection à la présidence de la République, ils se trompent lourdement. Parce que si M. Khalifa Sall, par extraordinaire, n'était pas élu président de la République du Sénégal, ce ne serait pas la fin du monde pour la coalition Taxawu Sénégal. Mais je peux vous dire une chose, il y a certaines personnes qui pourront commencer à conjuguer leur avenir politique au passé. Vous avez été dans Benno, que vous avez quitté, par la suite vous avez été dans Yewwi, on a vu comment ça s'est terminé. J'ai envie de vous demander si vous avez assez tiré les leçons de vos échecs, entre guillemets, quand on sait que l'élection vers laquelle on s'achemine, il va falloir forcément nouer des alliances. Est-ce que vous avez assez réfléchi pour proposer une méthodologie sûre qui puisse garantir des résultats cette fois-ci? Écoutez, nous avons été dans Benno Bokk Yakaar, nous avons porté le président Macky Sall au pouvoir parce qu'il s'agissait pour nous de combattre un projet de dévolution monarchique. Le président Macky Sall, pour ce qui nous concerne, ça a été une déception parce qu'on avait pensé qu'avec le Benno, on aurait pu faire des choses extraordinaires pour les Sénégalais et les Sénégalaises. Le Benno s'est retrouvé être un mouvement de soutien. Le Benno s'est retrouvé être un cabinet de consultance à la disposition du président Macky Sall. Alors aujourd'hui, moi, Barthélémy Diaz, j'ai pris sur moi de mettre des acteurs politiques ensemble pour que la coalition Yewwi Askan Wi puisse voir le jour. Et parmi ces acteurs, certains veulent me demander de refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire certaines personnes sont arrivées à un stade, c'est ça la vérité, où pour eux, l'intérêt général ne devait plus primer. C'est l'intérêt clanique et partisan et politicien qui devait primer. Et voici ce qui a conduit Yewwi Askan Wi à sa perte. Quand des individus qui se disent être des responsables politiques décident que le Sénégal n'est plus important, que maintenant il n'y a qu'une seule personne qui est importante, parce que soi-disant, cette personne a peut-être réussi, a peut-être imposé son leadership. Mais c'est très bien, on en félicite. Mais je suis désolé. Nous, vous étiez où quand on était victime de la même injustice? Vous étiez où quand on nous mettait en prison? Vous étiez où quand on nous retirait nos mandats de députés et de maire de la ville de Dakar? Vous étiez où? Aujourd'hui, qu'on arrive à retourner dans le jeu, vous voulez nous dire que non, il n'est pas question qu'on nourrisse une ambition pour diriger le Sénégal. Non mais, est-ce que ces gens ont les pieds sur terre ou est-ce qu'ils sont sur un nuage? Parce qu'il faut qu'on se comprenne. De la même façon qu'on reconnaît à tout le monde le droit de nourrir une ambition pour être candidat et diriger le Sénégal, on demande en retour à tout le monde, de la façon la plus respectueuse, mais de la façon la plus ferme, de nous reconnaître le droit de nourrir une ambition d'être candidat et de diriger le Sénégal, si les Sénégalais en sont d'accord. Et franchement, ce n'est pas trop demandé. C'est ce qu'on appelle respecter son vis-à-vis. Donc pour nous aujourd'hui, nourrir une ambition est une chose, mais mettre le Sénégal sur la rampe d'un développement durable et viable pour les générations futures est une autre chose. Et si ça doit se faire avec Khalifa Sall, ça se fera avec Khalifa Sall. Si ça doit se faire avec un autre candidat de l'opposition, qui ne soit pas du candidat du camp du président Macky Sall, nous allons accompagner cette personne. Parce que nous croyons au Sénégal, avant tout. Maintenant, l'ambition étant le moteur de la vie, vous comprendrez aisément que l'ambition que nous avons toujours nourrie pour le Sénégal, nous continuons à la nourrir pour le Sénégal. Mais parce que c'est ça notre vocation, en tant que politique, c'est de pouvoir servir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés
avec l'immigration ici, porte de Chapelle. Nous avons beaucoup de jeunes Sénégalais qui errent. Nous avons la même chose en Italie, à Marseille, à la gare Saint-Charles. Et il y en a beaucoup malheureusement qui n'arrivent pas. Et le gouvernement du Sénégal est aux abonnés absents. En tant que maire de Dakar, que pensez-vous de cette situation? C'est un drame. Aujourd'hui, c'est le lieu d'abord de dénoncer d'abord le silence de l'État du Sénégal, mais dénoncer aussi la complicité de l'État du Sénégal. Moi, je vous dis, en venant ici, j'ai pris un vol de la rame. Ce que j'ai vu dans ce vol, si les forces de sécurité sénégalaises ne sont pas en mesure de voir ce que j'ai vu ou de comprendre ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus d'État au Sénégal. Parce que quand le vol arrive à Casablanca et que tous ces jeunes désespérés, désœuvrés descendent et ils demandent au vu, au su de tout le monde la direction pour aller prendre une correspondance pour rejoindre le Nicaragua, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas aujourd'hui avoir des autorités chez nous qui se comportent comme les autorisés. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas en mesure, avec votre gendarmerie, qui a été très bien équipée, en drone et j'en passe, avec votre armée, nous dire que vous n'êtes pas capable de voir des pirogues, des barques de fortune quitter la terre ferme. C'est pas possible. La côte sénégalaise, c'est quelques centaines de kilomètres de côte à surveiller. Aujourd'hui, tout de même, on peut le faire avec des drones. On peut le faire en utilisant d'autres technologies comme les satellites. Mais il faut qu'il y ait une volonté. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais il faut leur demander et leur poser la question. Parce que peut-être, il y a peut-être des non-dits derrière tout cela. Entre ceux qui ont peut-être besoin de se débarrasser de cette jeunesse, sans le dire, entre ceux qui pensent qu'avec ces fléaux, ces phénomènes, ils peuvent continuer à capter des fonds de l'Union européenne, ou etc., à travers des projets, seulement pour soi-disant lutter contre l'immigration clandestine, je suis désolé. On ne peut pas être dans un pays où aujourd'hui on parle de pétrole, de gaz, de richesses minières et j'en passe, et ne pas être en mesure de parler de création d'emplois. On n'attend pas de l'État du Sénégal de créer des emplois. On attend de l'État du Sénégal de créer les conditions à un environnement, un écosystème propice à la création d'emplois. Mais quand aujourd'hui on reprend notre économie, on veut carrément la marchander sur l'autel de la bêtise politique, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez aujourd'hui le TER, vous prenez aujourd'hui le BRT, regardez tout ça, regardez tous les exploitants derrière. Vous prenez aujourd'hui l'autoroute à péage qui a été dénoncée sous le premier régime libéral et que Macky Sall n'a pas pu rectifier. Comment vous pouvez défendre aujourd'hui le fait qu'une autoroute à péage qui a été financée à hauteur de 80% par l'État du Sénégal soit exploitée à 100% pendant 30 ans par une société étrangère? Voici de quoi il s'agit. Il s'agit de volonté politique, il s'agit de sérieux. Il s'agit d'une certaine dynamique de vouloir servir et non se servir. Et ça, c'est important. Et tant qu'on n'arrivera pas à cela, ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. Donc les Sénégalais sont invités à prendre un peu plus au sérieux les hommes politiques, à écouter avec un peu plus de considération et d'attention les discours politiques et à comprendre que, quelle que soit l'idée qu'ils peuvent se faire des politiques, ça reste des politiques qui vont avoir un impact sur leur avenir et l'avenir de leur pays et de leur progéniture. Donc, moi, je pense aujourd'hui que les Sénégalais ont pour la première fois de leur vie l'occasion d'élire un président de la République. Et je pense que le profil de Khalifa Sall, vous pouvez aimer l'homme, vous pouvez ne pas aimer l'homme. Mais je pense que l'homme, ni à travers des propos, ni à travers des actes, ni à travers un vécu ou un passé, l'homme peut être remis en cause par rapport à l'homme d'État qu'il est, par rapport au travailleur qu'il est, et par rapport à l'homme de sérieux et l'homme de paix qu'il est. Donc moi, j'invite les Sénégalaises et les Sénégalais à comprendre que l'élection présidentielle du 25 février 2024, nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'un homme, mais nous sommes là pour voir ensemble comment construire ce pays qui nous a vu naître et grandir et que personne ne construit à notre place. Monsieur le maire, vous avez tout à l'heure parlé des rencontres que vous avez faites vis-à-vis de la sous-région pour aller plaider pour non au troisième mandat, parce qu'on sait que la fièvre du troisième mandat est en température parfois dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, hein, centrale aussi. Où en est ce projet? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est là où... Oui et non, à l'époque, en fait, les Africains avec lesquels je parlais, qui pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par cette problématique du troisième mandat, mais malheureusement, le troisième mandat est à l'origine de tous les maux dont ils souffrent chez eux. Que ce soit des coups d'État,
que ce soit des révolutions, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir la démocratie et vouloir le contraire de la démocratie. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'il est temps qu'on évacue définitivement cette question de troisième mandat en Afrique. Elle n'existe pas en Europe, elle n'existe pas en Amérique, elle n'existe dans aucune démocratie qui se respecte. Pourquoi nous devons continuer, nous, à l'accepter? Et moi, tous les partenaires que j'ai rencontrés, surtout au niveau de la France et de l'Union européenne, je leur ai fait part de cette période où les coups d'État étaient bannis en Afrique. Parce qu'eux avaient pris leur courage à deux mains en disant qu'ils n'acceptaient plus de reconnaître le gouvernement issu de coups d'État militaires. Et les coups d'État ont cessé sur au moins une décennie. Donc aujourd'hui, il s'agit seulement encore que nos partenaires, que ce soit des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, techniques ou financiers, comprennent que ces questions, pour ne pas parler de ces problématiques de troisième mandat, certes plombent le développement de nos États, mais aussi remettent en cause leurs investissements. Parce que quand c'est l'heure de payer les pots cassés, d'habitude ce sont eux qui payent les pots cassés. Parce que nous ne sommes pas des pays industrialisés. Et je vous donne l'exemple de toutes les émeutes à Dakar. Regardez bien les cibles des jeunes manifestants. Toutes ces cibles portent pavillon français. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je pense que amicalement, respectueusement, chaleureusement, il est l'heure de tendre la main à nos alliés et leur faire comprendre que nous devons être en mesure de cheminer ensemble vers l'essentiel. Et que les gens comprennent qu'ils peuvent aider l'Afrique aujourd'hui. De la même façon que l'Afrique peut continuer à les aider, de par ses richesses, de par ses possibilités, ses potentialités, ses capacités, ils peuvent aussi aider l'Afrique et les populations africaines, particulièrement la jeunesse africaine, a besoin aujourd'hui d'être rassurée, d'être réconfortée. Parce que personne n'a envie de cette immigration clandestine. Nous avons envie de rester chez nous, de pouvoir vivre dignement chez nous, de vivre décemment chez nous. Mais quand on sent ou on voit aujourd'hui, ou qu'on ait le ressenti que tous ces actes antidémocratiques qui voient le jour chez nous sont plus ou moins posés avec la complicité de certains États, dont l'ancienne métropole, à raison ou à tort, je dis. Mais c'est ce qui conduit des fois à des révoltes silencieuses qui, malheureusement, quand elles ne sont plus silencieuses, elles deviennent dramatiques. Vous avez dû donc visiter ce que les Français ont fait pour pouvoir organiser donc ce si grand événement l'année prochaine. Est-ce que vous, à votre niveau à Dakar, vous avez pensé la même chose? Est-ce que ça vous inspire pour qu'il y ait de l'espace quand on sait que le Sénégal, Dakar, parce que il n'y a plus d'espace? Est-ce que vous avez des projets pour ça? L'autre question maintenant, c'est au niveau de l'éducation. Vous êtes le maire de Dakar, vous savez que l'université de Dakar est fermée. Avez-vous entrepris des démarches pour qu'on puisse l'ouvrir avant qu'on aille directement vers les Blanches? Oui, sur la première question, je voulais d'abord dire que les Jeux Olympiques de la jeunesse qui sont organisés ici en France sont organisés avec un budget de 8 milliards d'euros. Alors vous comprendrez aisément qu'on ne boxe pas, heureusement, dans la même catégorie. Mais nous, au niveau des Jeux Olympiques de la jeunesse, en collaboration avec, bien sûr, le CEO, mais avec le CNOS, dirigé par le président Daniel Ndiaye, on travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires pour que Dakar puisse relever le défi. D'abord le défi de l'organisation, le défi de la participation et le défi de la réussite, c'est important. Une première en Afrique que d'organiser des Jeux Olympiques. Donc, je voudrais seulement mettre l'accent pour dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais c'est surtout Seine-Saint-Denis qui va accueillir la plupart des infrastructures et le village olympique, parce qu'il y a des problèmes d'assiette foncière au niveau de Paris Intramuros. Et nous avons le même problème à Dakar. Alors, mais à Dakar, il y a aujourd'hui tout de même des regrets que nous avons. Quand nous voyons par exemple les dégâts, entre autres que le port de Dakar a eu à causer à l'écosystème aquatique dakarois, ben, il y a de quoi franchement s'arracher les cheveux. Quand on regarde tous les grands pollueurs qui tournent autour du port, ce qu'ils ont eu à faire, particulièrement sur la baie de Han, au point où le maire de Ngor me dit aujourd'hui que lors des derniers tests, la baie de Ngor est polluée à 34%. Ça veut dire aujourd'hui, toutes les activités nautiques qui devront se tenir lors des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 seront délocalisées sur la petite côte à Saly. Donc je pense que ça doit être un signal fort pour les autorités. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit. On ne peut pas être autorité et choisir d'être autorisé.
Vous ne pouvez pas être autorité et être insensible à la pollution du littoral dakarois. Vous ne pouvez pas être autorité et être insensible aujourd'hui à l'agression du domaine public maritime. Et la preuve aujourd'hui, on aurait pu organiser à Dakar toutes les activités nautiques. On est obligé de partir à Hambourg. Donc pour dire que c'est un moment d'introspection et je pense que ce n'est pas qu'une question qui relève des politiques. Tout le monde doit penser à ce que ce pays doit être et devenir. Et qu'on se donne la main et qu'on le construise de façon définitive et durable. Sur la deuxième question, je terminerai par là. Je ferai un bilan à mi-parcours le 17 février 2024, Inch'Allah, où je dirai ce que nous avons fait au niveau de la ville de Dakar. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à mi-parcours, nous sommes plus que satisfaits. Et en toute humilité. Et sur chaque compétence transférée, en l'occurrence il y en a 9, nous allons expliquer ce que nous avons fait et preuve à l'appui. Parce que pour moi, un maire, ça travaille. Pour moi, un maire, ça ne sert pas qu'à parler, ça travaille. Et pour moi, un maire, ça doit être en mesure de pouvoir mettre sur la table un bilan. Moi, j'ai été élu maire de Dakar parce que j'avais l'intime conviction qu'en tant que maire sortant de Mermoz-Sacré-Cœur, avec le peu de moyens que j'avais, j'ai pu apporter ma contribution au point où les gens ont pu nourrir un espoir sur ma modeste personne pour dire cette personne a le profil, a la volonté, a les compétences de pouvoir servir Dakar. Et je reste convaincu qu'au sortir de notre mandat à la tête de la ville de Dakar, les populations dakaroises sont fières de ce qu'on a pu réaliser en un laps de temps. Donc merci beaucoup chers amis.